L'instant Lovecraft, on est le 11 août 1925. Howard Phillips Lovecraft, qui est sur son rythme habituel, dormir une nuit sur deux. Cette nuit-là, c'était la nuit de marche. Dans le vieux New York, dans le premier New York, Greenwich Village, les vieilles cours, les ruelles. Il est lui-même surpris de ce labyrinthe, mais surtout cette durée de la nuit. On sait qu'à 5 heures du matin, il prend le premier ferry. Vous savez, ce ferry qui a toujours été gratuit pour Staten Island. Une fois à Staten Island, il prend un bus, ce vieux bus Cahotan qui existe toujours, qui traverse. Et là, il prend un deuxième ferry qui l'amène à Elizabethville. Là, on est dans le New Jersey. C'est un endroit qu'il a toujours aimé à cause de ses restes un peu d'architecture coloniale. Ils ont même pensé avec Sonia, du temps où on rêvait avec le magasin de chapeaux sur la 5e avenue. Pourquoi pas venir s'installer à Elizabethville? Là, il est 7 heures du matin. Dans la première boutique qui ouvre, il achète un petit calepin à 10 cents de ce format qu'il affectionne. On le sait parce que dans son journal de 1925, dans son diary tout surchargé, on a les notes et l'histoire de tout ça. Il va s'installer dans un jardin public, là, square, et il va rester de 7 heures jusqu'à 11 heures du matin, sur un banc, à écrire d'un trait cette histoire. Alors j'ai fait une première version, le texte s'appelle « Lui », tout simplement. Mais cette première version, je l'avais commentée au fur et à mesure parce que c'est un texte qui me pose toujours des tas de questions. C'est là, en gros, où il décide de quitter New York pour revenir à Providence. C'est un texte bref qui est structuré comme un conte classique, mais vous allez voir où on ouvre une fenêtre. À chaque fois qu'on ouvre la fenêtre, il y a un flash. Le temps dans le flash, dans l'image sans durée, le temps, là, à chaque fois qu'on ouvre, lui-même, il est vers le passé, le presque présent, et puis le futur, et c'est pas beau le futur. Alors je vais m'astreindre, cette fois, à une lecture stricte de ce conte bref, non commenté, mais je vous laisse en bas dans la vidéo le lien que j'avais fait il y a 2 ans à peu près, où j'avais lu en racontant, et là ça dure 4 fois le temps. C'est pour ça qu'il fallait que je la refasse. Je l'ai vu par une nuit d'insomnie, alors que je marchais désespérément pour sauver et mon esprit et mes visions. Ma venue à New York avait été une erreur. Tant partout où j'avais cherché des merveilles poignantes et l'inspiration dans ces labyrinthes grouillants des vieilles rues qui s'enroulaient sans fin parmi les ruelles, places et quais oubliés jusqu'à d'autres ruelles, places et quais également oubliés, et dans les cyclopéennes tours et cimes par quoi levait cette noire Babylone sous la lune évanescente, j'avais seulement trouvé à la place une impression d'horreur et d'oppression qui tendait à m'envahir, me paralyser et m'annihiler. La désillusion avait été progressive. La première fois que je suis arrivé à la ville, je l'ai découverte depuis le pont au crépuscule, dans sa majesté au-dessus des eaux, ses incroyables pics et crêtes levées comme des fleurs et dont les couleurs délicates allaient de bouquets violets jusqu'aux nuages dorés enflammés sous les premières étoiles du soir. Et puis, elle s'était allumée, fenêtre par fenêtre, au-dessus du chatoiement de la rivière, où balançaient et glissaient des lanternes, que des cornes émettaient de sourdes et sauvages harmonies, elles-mêmes devenant le firmament étoilé d'un rêve, évoquant la musique des fées autant que les merveilles de Carcassonne. Samarcande, Eldorado et toutes ces villes glorieuses et demi-fabuleuses, de Carcassonne, de Samarcande, Eldorado et toutes ces villes glorieuses et demi-fabuleuses. Bientôt après, je découvrais ces vieilles allées si chères à mon imaginaire,
d'étroits et courbes passages et ruelles où parmi les étages de briques rouges clignaient des lucarnes à petits panneaux au-dessus de portes d'entrée à piliers qui avaient vu des chaises à porteurs dorés et des coches armoriées, et dans le premier éclat de ces choses depuis longtemps souhaitées, nul doute que j'aurais bientôt réalisé les trésors qui feraient de moi un poète. Mais le bonheur et le succès ne s'en suivrait pas. La lumière criarde du jour ne montrait que du sordide et de l'égarement. La prétention nocive de s'élever en posant pierre sur pierre, là où la lune avait suggéré l'ancienne magie et la beauté, et les flots de peuple qui se bousculaient dans ces ravins qui se voulaient des rues étaient des étrangers, courts et basanés, avec des visages durs et des yeux étroits, fourbes étrangers sans rêve ni amitié pour ceux qui les accueillaient et qui ne pourraient se figurer quoi que ce soit qui mène un homme de vieille souche aux yeux bleus avec l'amour des douces collines vertes et des blancs clochers des villages de Nouvelle-Angleterre. Il en faut de l'effort pour ne pas commenter. Alors, au lieu des poèmes que j'avais espérés, ne trouvais que la morne impassibilité d'une solitude ineffable. Et j'assumais enfin cette effrayante vérité dont personne n'avait osé murmurer jusqu'ici, l'intransmissible secret de tous les secrets, le fait que cette ville de pierre et de lèpre n'est pas le prolongement sensible du vieux New York, comme Londres prolonge le vieux Londres et Paris le vieux Paris, mais est déjà presque mort, son corps vautré, imparfaitement embaumé et infesté de choses bizarrement animées qui n'ont rien à voir avec celle qui était la vie. Sur le point de faire cette découverte, le sommeil cessa de m'être confortable, même si quelque chose d'une tranquillité résignée me revenait, tandis que progressivement je perdis l'habitude de descendre de jour dans les rues et ne m'y aventurais plus que la nuit, quand l'obscurité rappelle de loin un peu de ce qui voltige encore du passé, et que les vieux portails de bois rappellent les braves êtres qui autrefois les traversaient. Avec cette forme de croyance, je pus écrire quelques poèmes et retarder le moment de repartir chez les miens, de peur d'y consentir comme à une ignoble défaite. Ce fut alors, dans une de ces marches de nuit, sans sommeil, que je rencontrai cet homme. Ce fut dans une cour grotesque et cachée des ruelles de Greenwich, où, dans mon ignorance, je m'étais établi, ayant entendu que ce quartier était le lieu naturel des poètes et artistes. Les ruelles et maisons archaïques, les petites places et cours inattendues, bien sûr, m'enchantèrent, mais de poètes et d'artistes, je ne trouvais que de prétentieux brailleurs dont l'originalité prétendue n'est que clinquant et dont les vies sont le déni de toute la pureté que sont la poésie et l'art, et ne restait que pour l'amour de ces restes vénérables. Je les imaginais comme elles avaient été dans leur jeunesse, quand Greenwich était un flegmatique village pas encore engouffré par la ville, et dans ces heures d'avant l'aube, quand tous les fêtards avaient sombré, j'aimais marcher seul parmi leurs formes ancestrales et m'enfoncer dans les curieux arcanes que les générations avaient ici déposées. C'est ce qui me maintenait en vie, corps et esprit, et me donnait quelques-unes de ces visions ou rêves que le poète, tout au fond de moi, réclamait encore. Il était vers 2 heures du matin, une de ces nuits blêmes et brumeuses du mois d'août, quand je croisais cet homme au détour d'une série de cours successives. Maintenant seulement accessible en traversant les vestibules sans lumière des immeubles contigus, mais autrefois les éléments d'un tissu continu d'allées pittoresques. J'en avais entendu parler par une vague rumeur et réalisé qu'elle ne pouvait plus figurer sur aucune carte d'aujourd'hui.
Mais le fait qu'elles étaient oubliées ne pouvait que me les faire aimer plus, et je les avais cherchées avec mon habituelle impatience redoublée. Maintenant que je les avais trouvées, mon impatience redoublait encore, tant leur disposition ne cachait qu'à peine qu'elles devaient être seulement une partie de beaucoup plus, avec de sombres et muettes semblables enfoncées obscurément parmi de hauts murs blancs et des fonds de cours déserts, ou guettant sans lumière derrière de hautes arches, pas encore livrées aux hordes de langues incompréhensibles, ou accaparés par de louches et peu communicatifs artistes dont la pratique n'invite pas à ce qu'on en fasse la publicité à la lumière du jour. Il me parla sans même que j'y l'y invite, mon regard trahissant mon état d'esprit, tandis que j'admirais d'anciennes portes à vantaux, dans leur monture de fer forgé, la lueur blafarde de leur vasistas m'éclairant faiblement le visage. Son propre visage était dans l'ombre, et il portait un chapeau à large bord qui s'accordait parfaitement en gros à la grande cape hors d'âge qu'il affectionnait. Mais je fus subtilement soulagé de toute inquiétude avant même qu'il ne parle. Sa silhouette était mince, d'une maigreur presque de cadavre, et sa voix se révéla à la fois douce et caverneuse, même si pas spécialement profonde. Il m'avait remarqué plusieurs fois dans mes promenades, me dit-il, et en avait déduit que je lui ressemblais dans l'amour des vestiges des époques finies. Est-ce que je n'accepterais pas qu'il me guide ? Lui qui pratiquait de longtemps ses explorations et possédait des informations beaucoup plus approfondies que quiconque récemment arrivé pouvait effectivement se procurer. Tandis qu'il parlait, je pus entrevoir son visage dans le reflet jaunâtre d'une mansarde solitaire. C'était une expression noble et même avenante par ses traits anciens, et affichant les marques d'une lignée et d'un raffinement inhabituel pour l'époque et le lieu. Certaines particularités me perturbaient cependant autant que ses traits me plaisaient. Peut-être trop blême, ou sa fixité d'expression, ou trop en dehors des normes actuelles de la ville pour que je me sente à l'aise ou rassuré. Peu importe, je le suivis. Tant dans ces jours mornes, ma quête des anciennes beautés et mystères était ce qui me tenait en vie. Et je reconnaissais comme une faveur rare du destin d'avoir pu tomber sur quelqu'un dont les recherches avaient telle parenté avec les miennes et qui semblait cependant les avoir poussées bien plus loin. Quelque chose dans la nuit incita l'homme en cape à garder le silence, et pendant toute une heure, il m'emmena sans besoin de prononcer un mot. Or, quelques brefs commentaires, surtout à propos d'anciens noms, dates et changements, et m'indiquant les directions par geste, tandis que nous nous glissions dans d'étroits interstices, traversions des couloirs sur la pointe des pieds, enjambions des murets de briques, et même une fois rampâmes sur les mains et les genoux sous un étroit passage de pierre voûtée dont la longueur sans fin et les coudes tortueux m'effacèrent toute possible mémoire du parcours que je tentais d'établir. Et les choses qui se révélaient à nous étaient vieilles ou merveilleuses, ou semblaient l'être dans ces quelques rayons rasants de lune blême par lesquels je les découvris, et je n'oublierai jamais ces colonnes ioniques chancelantes, ces pilastres cannelés, ces ornements en urnes de métal ou ces fenêtres aux étroits meneaux et impostes décoratives qui semblaient de plus en plus désuètes et étranges à mesure que nous nous enfoncions plus profondément dans l'inépuisable dédale d'une ancienneté inconnue. Nous ne croisâmes jamais personne, et plus le temps passait, plus les fenêtres allumées se raréfièrent. Quand les rues étaient éclairées, c'était de lanternes à huile, de cette ancienne forme en losange. Plus tard, j'en remarquai à chandelle.
Et enfin, après avoir traversé une horrible cour sans nulle lumière, où mon guide nous conduisait en suivant de sa main gantée une étroite rambarde de bois le long d'un mur aveugle, nous parvînmes à un bout de rue seulement éclairé par une lanterne toutes les 7 maisons. De ces lanternes coloniales, incroyablement fines, avec leurs sommets coniques et les fentes sur les côtés. L'allée montait en pente forte, plus forte que ce que j'aurais cru possible dans cette partie de New York. Et l'extrémité en était fermée par une propriété privée, derrière un mur couvert de lierre, par-delà lequel j'entrevis une pâle coupole, tandis que des arbres s'agitaient sous la vague lueur du ciel. Dans ce mur, un portillon étroit à la voûte basse, planté de clous dans son chêne noir, que l'homme entreprit d'ouvrir avec une clé pesante. Me conduisant à l'intérieur, je le suivis dans l'obscurité totale, par ce qui me sembla une sente gravillonnée et finalement la volée de marche du perron de la maison qu'il déverrouilla et m'ouvrit. Nous entrâmes, et je faillis m'évanouir dans l'infinie puanteur de moisie qui nous entoura, et qui devait être le fruit malsain d'une ruine séculaire. Mon hôte ne semblait rien remarquer, et par courtoisie, je m'abstins de toute remarque, tandis que nous montions un escalier en spirale, puis entrâmes dans une salle dont je l'entendis verrouiller la porte derrière nous. Alors, il tira les rideaux de 3 petites fenêtres à vantaux qui se distinguaient à peine dans la lumière naissante. Après quoi, il traversa jusqu'à la cheminée, battit une pierre à briquet et alluma 2 chandelles d'un candélabre à 12 branches, et fit un geste pour m'enjoindre de parler à voix basse. Dans cette faible lueur, je découvris que nous étions dans une bibliothèque aux murs lambrissés, spacieuse et bien meublée, semblant dater du premier quart du XVIIIe siècle, avec un splendide fronton de porte, une délicieuse corniche dorique et le manteau de cheminée surmonté d'un magnifique lambris sculpté dont le haut finissait en volute. Au-dessus des rayonnages encombrés et le long des murs, il y avait par intervalles des portraits de famille d'une belle facture, et même ternis jusqu'au presque indistinct, affirmant une parenté indiscutable avec l'homme qui maintenant m'avançait une chaise près d'une gracieuse table Chippendale. Avant de s'y asseoir en face de moi, mon hôte marqua un moment d'embarras, puis se débarrassant tardivement de ses gants, du chapeau à large bord, de la cape, se révéla théâtralement vêtu d'un costume milieu du règne du roi George, depuis la queue poudrée et le jabot du cou jusqu'au bas à jartelles, pantalon de soie, chaussures à boucles que jusqu'ici je n'avais pas discernées. Et s'asseyant enfin lentement dans une chaise au dossier en lyre, il se mit à me regarder intensément. Son chapeau enlevé, il avait pris un aspect d'âge extrême, qui ne m'était pas apparu d'abord, et je me demandais si ces marques inaperçues de longévité singulière n'étaient pas la source de ma première inquiétude. Quand enfin il parla, sa voix douce, caverneuse et étouffée avec soin, elle tremblait ou chevrotait bien souvent, et malgré ma grande difficulté à le suivre, tandis que j'écoutais avec un frisson d'excitation et d'appréhension contenue, qui grandissait à chaque instant. « Vous avez devant vous, monsieur, commença mon hôte, un homme en habits excentriques qui n'a pas besoin de s'excuser de son costume auprès de quelqu'un de votre savoir et de votre goût. À réfléchir à des temps meilleurs, je n'ai pas scrupule à adopter leur mode de vie et façon de se vêtir. Une complaisance qui n'offusque personne si je ne la pratique que sans ostentation. J'ai eu cette grande chance de conserver le domaine encore rural de mes ancêtres, même s'il fut avalé ensuite par 2 villes
Greenwich, qui vient se bâtir ici en 1800, et New York, qui s'étendit pour la rejoindre vers 1830. Il y avait de nombreuses raisons pour garder ce domaine dans ma famille, et je ne me suis pas senti déchargé de telles obligations. Le propriétaire, qui s'y établit en 1768, étudia certains arts et fit certaines découvertes, toutes liées au fait d'habiter ce lieu particulier et justifiant amplement d'y veiller avec la plus grande force. De ces arts et de ces découvertes, je me propose de vous montrer quelques curieux effets. Sous le sceau du plus haut secret, je crois avoir assez de confiance en mon jugement des hommes pour ne me défier ni de votre intérêt ni de votre loyauté. Il s'arrêta, et je ne pus que hocher la tête. J'ai dit mon appréhension, mais à mes sens, rien n'était plus effrayant que le monde matériel qu'était New York de jour. Et que cet homme soit un inoffensif excentrique ou le sectateur d'art dangereux, je n'avais d'autre choix que de le suivre et étancher ma soif d'émerveillement à quoi que ce soit qu'il ait à offrir. Aussi je l'écoutais. Il apparut à mes ancêtres, continua-t-il de sa voix étouffée, qu'en la volonté de l'homme résidaient quelques particularités très remarquables. Des qualités dont on ne mesurait pas l'influence seulement sur les actes de la personne elle-même ou des autres, mais sur diverses variétés des forces et substances naturelles, et sur bien des éléments ou des dimensions plus universelles que la nature elle-même. Puis-je dire qu'elle passe outre à l'inviolabilité des choses aussi importantes que l'espace et le temps, et qu'elle a détourné vers d'étranges usages les rites de ces Indiens peau rouge métis qui s'étaient établis sur cette colline? Ces Indiens montrèrent de la colère quand on y bâtit ces murs, devinrent mauvais comme la peste et demandèrent à se réinstaller sur le terrain chaque pleine lune. Alors, en 1868, le nouveau propriétaire observa ce qu'ils faisaient et tâcha de ne pas broncher à ce qu'il découvrit. Ensuite, il négocia avec eux, leur autorisant le libre accès à ces terrains en échange de l'exact savoir de ce qu'ils y accomplissaient. Il apprit que leur grand-père tenait ça d'une part de leurs ancêtres peau rouge, mais d'autre part d'un vieil Hollandais du temps des États généraux. Et la vérole pour son âme, je crois bien que le vieux Squire leur a servi une monstrueuse quantité de rhum, qu'il ait eu une idée derrière la tête ou pas, parce qu'une semaine après avoir appris le secret, il était le seul être vivant à le connaître. Et vous, monsieur, vous voilà le premier étranger à apprendre que ce secret existe. Et arrêtez-moi si vous pensez que j'en ai trop dit. Ces étrangetés, si cela vous refroidit à propos de ces choses du passé, je frissonnais quand le vieil homme prit ce ton familier, mais usant du langage familier d'un autre temps, il continuait. Et vous devez savoir, monsieur, que ce que le vieux Squire avait appris de ces bâtards sauvages n'était rien qu'une partie de ce qu'il lui serait donné d'apprendre. Il n'avait pas été à Oxford pour rien, ni correspondu pour rien avec un ancien chimiste et un astrologue parisien. Il avait fini par croire que le monde n'est rien que la fumée de nos intellects. Pas les prétentions du vulgaire, mais la sagesse qu'on souffle et aspire comme les nuages du meilleur tabac de Virginie. Ce que nous voulons, nous pouvons le faire advenir. Et ce dont nous ne voulons pas, nous pouvons l'écarter et le tenir à distance. Je ne dirais pas que c'est complètement vrai dans les faits, mais c'est suffisamment vrai pour offrir de temps en temps quelques vues très originales. Vous seriez bien amusé par le spectacle des années passées, plus précis et assuré que ce que vous en propose votre imagination. Alors faites attention de tenir toute peur à distance pour ce que j'ai l'intention de vous montrer. Venez à la fenêtre et tranquillisez-vous.
Mon hôte m'avait saisi par la main pour m'emmener à une des fenêtres sur le long côté de la pièce malodorante. Et au premier contact de ses doigts nus et sanguins, je sursautais. Sa chair, même si ferme et sèche, avait le toucher de la glace. Et je me dégageais en frissonnant de son emprise. Mais à nouveau, je pensais à l'horreur et au vide du présent, et me contraignis résolument à le suivre. Quoi qu'il ait à me montrer. Une fois à la fenêtre, l'homme tira de côté les rideaux de soie jaune et orienta mon regard sur les ténèbres du dehors. Au premier instant, je ne vis rien devant moi, sinon une myriade de minces lumières dansantes. Puis, comme en réponse à un mouvement insidieux de la main de mon hôte, un éclair de lumière brûlante éclaira le décor. Et je me découvrais face à une mer de feuillages luxuriants, des feuillages intacts et non profanés, au lieu de l'océan de toit qu'un esprit normal se serait attendu à trouver. À ma droite, l'Hudson brillait nonchalamment, et au loin j'apercevais le chatoiement malsain d'un vaste marais d'eau salée constellée de vives lucioles. L'éclair avait cessé, et un sourire diabolique illuminait le visage de cire du vieux nécromancien. C'était bien avant mon époque, avant l'époque du nouveau propriétaire. Tentons l'expérience de nouveau. J'étais au bord de défaillir, encore plus faible que ce que l'atroce modernité de cette ville maudite m'avait affaibli. « Mon Dieu !» m'exclamai-je. Vous pourriez obtenir cela pour toutes les époques ? Et comme il acquiesçait, dévoilant quelques chicots noirs de ce qui avait dû être autrefois incisives et canines d'une mâchoire jaune, je me retins au rideau pour m'empêcher de tomber. Mais il me retint avec cette ignoble main froide comme de la glace et, une fois de plus, accomplit son geste étrange. À nouveau, l'éclair se produisit, mais cette fois sur une scène plus habituelle. C'était Greenwich, le Greenwich tel qu'il avait longtemps été, avec ici et là un toit, une rangée de maisons telles que nous les reconnaissons aujourd'hui, mais avec leurs adorables pelouses et leurs jardins parmi des étendues d'herbes en friche. Le marais brillait toujours au-delà, mais à l'horizon on découvrait les clochers de ce qu'était à l'époque la totalité de New York. Les églises de briques de la Trinité et Saint-Paul dominant leur sœur et un mince relent de fumée de bois provenant de l'ensemble. Je respirais à fond, non tant pour le spectacle en lui-même que pour envisager la possibilité de ce que mon imagination terrifiée conjurait. Pourriez-vous, oseriez-vous aller plus loin ? Demandai-je dans une respectueuse crainte dont il me sembla qu'il la partagea une seconde. Mais déjà, il me retournait sa grimace sardonique. Plus loin, ce que j'ai vu ferait de vous une folle statue de pierre. En arrière, en avant, plus avant. Regardez, si vous en avez le culot. Et sa phrase s'étouffa dans sa respiration, tandis que, à nouveau, il accomplissait son geste, éclairant le ciel d'une lumière encore plus aveuglante que ce que nous avions vu auparavant. Pendant quelques 3 secondes, me fut livrée cette vue de pandémonium, et durant ces 3 secondes, me fut livré ce qui désormais tourmentera tous mes rêves. Je vis des ciels couleur de vermine, traverser d'étranges choses volantes, recouvrant l'infernale ville noire avec ses terrasses géantes de pierre et les pyramides impies hérissées en désordre sous la lune et les lumières méchantes brûlant à un nombre infini de fenêtres.
Et grouillant affreusement dans des galeries aériennes, je découvris le peuple jaune aux yeux bridés de cette ville affreusement vêtue d'orange et de rouge, dans leur danse de folie au son d'une quincaillerie infiévrée. Oh là là, affreusement vêtus d'orange et de rouge dans leur danse de folie au son d'une quincaillerie enfiévrée, du cliquetis de crotales obscènes, et le hurlement maniaque de klaxons étouffés dont la chorale sans fin s'étouffait et retombait dans une ondulation qui ressemblait aux vagues d'un effrayant océan de bitume. Je vis cette vue, j'ai dit, et entendis avec l'oreille de l'esprit la cacophonie blasphématoire qui l'accompagnait. C'était l'exaucement criant de toute l'horreur que cette vile cadavre avait jamais pu extirper de mon âme. Et oubliant toute injonction de silence, je hurlais, et hurlais, et hurlais jusqu'à ce que mes nerfs se calment et que les murs autour de moi en tremblent. Alors, comme le flash s'affaiblissait, je vis que mon hôte tremblait, lui aussi. Un air de peur choqué sculpta dans son visage la venimeuse déformation de colère qu'avaient engendré mes hurlements. Il tituba, se retint au rideau comme je l'avais fait moi-même, et laissait ballotter sa tête au hasard comme un animal poursuivi. Dieu seul sait ce qui l'avait provoqué, parce qu'à mesure que s'évanouissait l'écho de mes cris, survint un autre bruit si terriblement suggestif que seul l'hébétement de mon émotion me conserva sain et conscient. C'était un pas régulier et pesant, montant les escaliers de l'autre côté de la porte verrouillée, comme d'une horde de pieds nus ou en sabots de peau, et puis maintenant le grattement précis, déterminé du loquet de cuivre qui brillait à la faible lumière des 2 chandelles. Le vieil homme m'agrippa de sa main froide et cracha sur moi dans l'air moisi, aboyant des sons depuis la gorge en chancelant malgré le rideau jaune auquel il restait agrippé. À la pleine lune, soyez damnés, vous, espèce de chien glapissant, tu les as appelés, et maintenant ils viennent me prendre leurs pieds, leurs mocassins, eux, les morts. Dieu vous damne, démons à peau rouge. Ce n'est pas moi qui avais empoisonné votre rhum. Est-ce que je n'ai pas gardé votre puissance magique vérolée ? Vous étiez déjà malade, soyez maudits, et votre vengeance, c'était pour le squire, mon ancêtre. Déverrouillez cette poignée, je n'ai rien pour vous ici. Alors, on frappa lentement 3 coups déterminés sur le ventail de la porte, et une écume blanchâtre vint aux lèvres de l'ensorceleur affolé. Sa peur, maintenant inflexible, désespoir, laissait ressurgir sa colère contre moi, et il chancela d'un pas vers la table où je m'appuyais moi-même. Les rideaux qu'il agrippait encore de sa main droite, tandis que sa main gauche essayait de m'attraper, se tendirent et finalement s'écroulèrent en déchirant leurs anneaux. Et entra à flot dans la pièce la pleine lune dont la pâleur du ciel avait présagé. Dans ce flot verdâtre, les chandelles blêmirent, et la vérité nue de la ruine parut à plein dans la puanteur de musc de la pièce, avec ses lambris mangés au vert, le plancher effondré, la cheminée martyrisée, le mobilier branlant et les draperies en miettes. Elle s'étendait au vieil homme aussi, soit du fait de la pleine lune, soit à cause de sa colère et de sa peur, parce que je le vis ratatiner et noircir, alors qu'il me fixait et tentait de me déchirer de ses griffes de vautour. Il n'y avait que ses yeux à rester pareils, et il me regardait avec une incandescence dilatée, propulsive, qui grandissait à mesure que le visage autour d'eux se carbonisait et dépérissait.
Les 3 coups furent répétés avec une insistance plus grande et cette fois avec un son métallique. La chose noirâtre qui me faisait face n'était plus qu'une tête avec des yeux, essayant impuissamment de traverser le plancher effondré pour revenir vers moi, émettant par faibles bouffées ces crachats de huées flétrissantes. Maintenant des coups rapides et des éclats venaient à bout du ventail malade, et j'aperçus le reflet d'un tomahawk traversant le bois fendu. Je ne bougeais pas parce que je ne le pouvais pas, mais regardais fasciné la porte tomber en morceaux pour laisser passer un flux colossal et sans forme d'une substance noire d'encre trouée d'yeux brillants et malveillants. Et cela s'écoulait épaissément comme un flot de bitume éclatant une cloison pourrie, contourna une chaise en s'étalant et finalement, sous la table et dans toute la pièce, sous la tête noire aux yeux brillants, me regardait encore. Et se referma sur cette tête, l'enveloppant obscurément, et en un instant, commençant son retrait, emportant son invisible fardeau sans me toucher, et se retirant hors la porte noire et descendant les escaliers invisibles qui craquèrent une fois de plus, mais dans l'ordre inverse. Alors le plancher me libéra enfin. Je me glissai en suffoquant dans la nuit de ces chambres, m'empêtrant dans les toiles d'araignée, dans une terreur à m'évanouir. La lune verte, passant par les fenêtres brisées, me montra la porte du hall entr'ouverte et je courus en trébuchant sur le sol encombré de débris de plâtre, contournai ces plafonds qui s'écroulaient, me frayant chemin dans l'affreux torrent noir avec des dizaines d'yeux sinistres brillant dans les ténèbres. Je cherchais la porte de la cave, et quand je l'eus trouvée, m'y enfonçai. Je repris pied dans le sous-sol, comme je l'avais fait dans la pièce du haut, une fois que le grondement au-dessus eut été suivi, derrière la fenêtre côté ouest, de l'effondrement de ce qui devait être la coupole. Débarrassé pour un moment du naufrage, je retraversai le hall vers la porte d'entrée, et réalisant que j'étais incapable de l'ouvrir, pris une chaise, brisai une fenêtre, puis franchis frénétiquement la cour à l'abandon où le clair de lune dansait sur des herbes et ronces qui m'arrivaient plus haut que la taille. Le mur était haut et toutes les portes fermées, mais poussant une pile de caisses dans un coin, je pus atteindre le haut, m'accrocher à la grande urne de pierre installée là. Dans un tel épuisement, je ne remarquais que des murs et fenêtres étranges, de vieux toits à mansarde. La rue en pente par laquelle nous étions arrivés n'était visible nulle part, et le peu que je pus voir s'effaça rapidement dans un brouillard dévalant de la rivière, malgré la clarté lunaire du ciel. Et soudain, l'urne à laquelle je m'étais accroché commença à trembler, comme affectée du même vertige qui me tenait, et dans un autre instant, mon corps plongeait vers je ne sais quel destin. L'homme qui me retrouva me dit que j'avais dû ramper un beau chemin, malgré mes membres brisés, parce que une traînée de sang s'étalait aussi loin qu'il avait pu la suivre. La pluie du matin effaça bientôt tout lien avec la scène de mon supplice, et les rapports ne purent rien établir de plus que d'avoir été trouvé, venant d'un lieu inconnu, à l'entrée d'une petite impasse sombre de Perry Street. Je n'ai jamais envisagé de retourner dans ces ténébreux labyrinthes, ni ne recommanderais à quiconque de saint de s'y risquer. Qui et quoi était cette ancienne créature? Je n'en ai pas idée. Mais je maintiens que cette ville meurt, lourde d'horreur qu'on n'y suspecte pas. Où il est parti, je ne sais pas. Mais je suis revenu à mes terres de Nouvelle-Angleterre, porté par un bon vent de mer.
dès le bateau du soir. Écrit de 7h à 11h du matin sur un petit calepin de Elizabethville, à la frontière de New York et du New Jersey, par Howard Phillips Lovecraft, après une nuit blanche à déambuler dans Greenwich Village. Je crois qu'il n'y a qu'une seule façon de traduire, pour moi, c'est l'exactitude. La pire, la plus obéissante de l'exactitude. Seulement, il y a une autre astuce. Respecte aussi le rythme, la ponctuation, les points-virgules qui sont guillemets. Fais une expérience rythmique dans cette exactitude de la traduction. Et alors, à ce moment-là, même quand tu le relis, là, 4 ans après avoir traduit, tu te dis, t'as fait ça une fois dans ta vie, ça fait partie de ton projet de vie, c'est une école pour toute la vie, mais ce parcours que tu as fait là, t'as rien à changer. Allez, à la prochaine. H.P. Lovecraft, 3 histoires new-yorkaises dans mon petit label personnel.